Naturally, naturally, loving you, is like loving me. It just comes naturally, and naturally, like I knew you were the one, shining brighter than the sun. Like I knew you were the one, shining brighter than the sun. Naturally, like I knew you were the one. Ooh, love, love, like I knew you were the one. Like I knew you were the one. Naturally, ooh, we love each other. Naturally, naturally. Like I knew you were the one, shining. 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 Bon, t'as ta montre, ça va. Le débordement. Comment tu veux procéder pour les questions? Tu les prends directement depuis Lustra, là. Je ne vais pas faire le...
le modérateur. Hein. À la fin du... Ouais, d'accord. Je vais pas faire le modérateur. Je prends les questions tout de suite. Il se peut que je sois à un moment donné obligé de sortir pour un coup de téléphone, mais ne t'étonne pas, je reviendrai après. Bon. Allez, on y va. Non, bah vas-y, je vais juste... Tu réinitialises ton programme. Ouais. Vas-y. Hop. Voilà. Bien. Alors, bonsoir à tous, que vous soyez élèves, enseignants, employés, administratifs de Milalbi, ou simplement albigeois désireux d'en savoir un peu plus sur la recherche qui est réalisée ici dans cette école. Vous savez que nous organisons toute une série de conférences qui auront vocation à se prolonger d'ailleurs bien après 2013, puisque 2013 est l'année des 20 ans de l'école des mines d'Albi. Ces conférences que nous appelons conférences pépites vont mettre le projecteur pendant 1 heure environ sur un enseignant-chercheur de l'école dont les travaux méritent votre attention. Alors évidemment, il ne va pas le faire dans des termes tels qu'il le ferait dans une revue scientifique, mais il va tout de même traiter d'un sujet qui peut vous paraître un peu difficile au départ, qui s'appelle la complexité, mais je pense que on va démystifier un peu. Donc Michel Falampe, notre conférencier de ce soir, qui succède à Frédéric Benaben, François Vénan et Jacques Fage, qui étaient les 3 premiers conférenciers pépites de cette année, va donc nous parler de la complexité. Alors j'ajoute que Michel Falampe, vous le reconnaîtrez sans doute à son accent, n'est pas natif d'Albi, hein. C'est un albigeois d'adoption. Qui nous est venu du nord de la France, hein, de la région de Douai, pour être plus précis, d'une école sœur d'ailleurs, école des mines de Douai, et qui depuis maintenant pratiquement presque la fondation de l'école, hein, a travaillé dans des centres qui se sont successivement appelés énergétiques, laboratoire de génie des procédés solides divisés, puis Rhapsody. Il est toujours au laboratoire Rhapsody dans le groupe énergétique et environnement, puisque l'énergétique et l'environnement, ça correspond à un de ses grands sujets d'intérêt en même temps qu'à ses sujets de recherche et d'enseignement. Et donc il a beaucoup travaillé, en particulier, je ne sais pas, certains d'entre vous ont dû peut-être voir sa photo sur des sites ou dans des journaux avec un barbecue solaire. Rassurez-vous, ça marche toujours et c'est une invention qui suit son chemin. Alors, simplement pour finir, je voudrais rappeler que nous nous reverrons dans le cadre cette fois-ci de la prochaine pépite. Là, nous sommes dans la fête de la science cette semaine, alors ça tombe bien pour cette présentation. Mais que la prochaine pépite, c'est la numéro 5, sera le 18 novembre à 18h dans ce même amphithéâtre. Ce sera Maria Agnès Rey, un enseignant-chercheur, une enseignante-chercheuse d'origine brésilienne qui travaille maintenant depuis 5 ans à l'école des mines de façon permanente et qui nous parlera de la galénique, c'est-à-dire la science de la mise en forme des médicaments, là aussi pour démystifier ce qu'est cette science et montrer comment les recherches qui sont menées ici à l'école peuvent contribuer à faire avancer à la fois la connaissance et la qualité de ce qui est fait dans nos industries. Bien, maintenant je cède la parole à Michel qui va vous entretenir de la complexité avec un titre qui s'appelle Sudokid, un jeu d'enfant pour démystifier la complexité. Il va vous expliquer, si vous ne savez pas ce que c'est que le Sudokid. Et bien entendu, à la fin de son exposé, vous pourrez lui poser vos questions.
Donc, merci, monsieur le directeur. Bien, je vais lancer ça. Hop. Ça, on n'en a pas besoin. Voilà, donc là, il y a un truc qui ne va pas. Excusez-moi. Pourquoi il se lance sur le dernier? Ça ira mieux. Voilà, hop. Bien, donc, bonsoir à vous. Merci d'être venus. Bonsoir aux internautes qui nous écoutent. Il devrait y en avoir quelques-uns. Donc ce soir, je vais vous présenter un travail donc issu de réflexions menées par différentes personnes qui sont citées, donc principalement Florence Falente, mon épouse. Je tiens à le préciser parce que si je ne l'avais pas vue un jour en 2008 en train de faire un sudoku, je ne me serais jamais intéressé à cet objet, comme quoi c'est parfois un peu surprenant. Ensuite, il y a Claude Guislaine de l'école des mines de Douai, qui est enseignant-chercheur, donc un collègue que je connaissais déjà quand j'étais à Douai, et qui est aussi intéressé dans la démarche. Et Géry Sepansky, alors qui est retraité de la SNCF, qui habite Persan, dans le Val d'Oise. Et ça, je le cite aussi parce que, comme ça permet de montrer qu'on peut faire de la recherche sans avoir le titre de chercheur. C'est essentiellement une question de curiosité et d'intérêt. Je dirais, pour M. Guislaine et Sepansky, l'essentiel des objets que je vais présenter, c'est-à-dire des variantes du sudoku, ce sont eux qui les ont trouvées. Elles ont été publiées dans différentes revues comme Elector, dans les jeux d'été pour les plus compliqués, ou les plus complexes, suivant ce qui s'est passé. Alors, mon exposé sera en 3 grandes parties. Une première partie découverte, situation et définition, histoire de replacer un certain nombre de choses. Une seconde partie qui est sur l'utilisation du modèle systémique pour différents aspects. Et une troisième partie qui est donc complexe avec un point d'interrogation. Voilà, pour voir qu'est-ce qui est, à la limite, complexe, plus complexe, etc. Alors, du point de vue introduction, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je vais rentrer directement dans le sujet pour l'expliquer. Pour rentrer dans le sujet, donc sur la fiche et sur les informations données, il était proposé donc un énoncé type de Sudokid. Alors, Sudokid, c'est donc le sudoku, que l'on connaît plutôt dans la grille 9 lignes, 9 colonnes, mais destiné aux enfants, donc là, il n'y a que 4 lignes et 4 colonnes. De manière aussi à ne pas dérouter les enfants, on ne met pas forcément des symboles chiffres, mais comme ici, des symboles représentant différents animaux. Mais la règle est la même, on leur demande de remplir complètement la grille de telle manière qu'à la fin, il y ait une seule fois le symbole par ligne, par colonne et par bloc, ou par zone, suivant la façon dont on l'appelle, mais moi je parlerai toujours de bloc. Alors pour commencer doucettement, au niveau de la solution, et rappeler un peu comment on raisonne, on va commencer ici. Regardez sur la ligne 1, donc il y a le lion, le cerf, déjà. Donc dans ma case ici, ça ne sera ni l'un ni l'autre. Cette case est sur la colonne. Sur la colonne, il y a déjà un lama. Donc ça ne pourra pas être non plus un lama. Donc, seule solution qui reste, le panda. Hop, on place. Une fois qu'on a mis le panda, on se rend compte que finalement, sur la première ligne, c'est simple. Il reste une seule case, et la seule possibilité, ça va être le lama. Si je viens dans mon premier groupe ici, et que je regarde la case en jaune, ici, du fait qu'elle soit dans le groupe, ça ne peut pas être un lion, ça ne peut pas être un panda. Du fait qu'elle soit dans la colonne, ça ne peut pas être un lama. Donc, c'est le cerf. Et dans mon bloc, là, maintenant que j'ai le lion, le panda et le cerf, la seule solution, c'est que ce soit un lama. Voilà. Et on va progressivement remplir la grille. Alors, par rapport à beaucoup de remarques et de réflexions, en étant gentil, quand je parle du sudoku, on me dit « ouais, non, mais c'est un truc de mathématicien, il y a des chiffres, donc c'est des nombres, il faut faire des additions, des soustractions. » Non, rien du tout. C'est absolument pas un objet mathématique. Par contre, c'est un objet de logique et de bon sens.
Voilà. Et finalement, donc tout ce que je vais développer derrière, au moins dans ma présentation de ce soir, il faut que je sois prudent, je vais rester uniquement sur ces aspects de logique. Alors, ceci étant, bon, la conférence était annoncée aussi sur des aspects de systèmes sociotechniques, donc on va essayer de mettre un peu un aspect social, et on va imaginer une situation, voilà, 4 familles qui partent s'initier au camping. Donc on a de la famille A à la famille D. Chacune de ces 4 familles est composée de 4 rôles familiales. Le père, la mère, un garçon, une fille. Voilà. Et donc c'est du camping. Le soir, au moment de camper, il y a au moins 4 fonctions qui doivent être exercées. Monter la tente, allumer le feu, chercher du bois et chercher de l'eau. Enfin, pour l'organisateur de l'initiation, il a décidé de faire 4 équipes, les jaunes, les verts, les bleus et les oranges. Organisé ainsi, on comprend, bien sûr, dans chaque équipe, les 4 fonctions doivent être exercées. Oui, c'est évident. Ensuite, c'est une initiation familiale. Donc, il est quand même nécessaire que dans chaque famille, les 4 fonctions soient exercées. C'est qu'il y en ait au moins un des 4 qui a appris comment on monte la tente, l'autre comment on allume le feu, etc. Puis là-dessus, en discutant avec les différents représentants, parce que les familles se connaissent un petit peu, on apprend qu'en fait, oui, mais après, les filles aimeraient bien camper ensemble, les hommes ensemble, les femmes ensemble, enfin, pouvoir également se répartir. Donc, il faut également que, relativement au rôle familial, les 4 fonctions soient exercées. Donc, vous voyez, l'air de rien, on a mis quand même un certain nombre de couches et un certain nombre de contraintes. Donc là-dessus, la question, comment répartir les tâches pour cet ensemble de contraintes soit respectées? Alors, oui, on s'en doute un peu, vu la conférence. Une bonne représentation, ici, c'est de faire un pseudokid. On met les familles au niveau des lignes, les rôles familiales au niveau des colonnes, et les équipes, voilà, au niveau des blocs. Si je définis mon modèle ainsi, j'ai les 4 fonctions, je cherche avec le raisonnement logique équivalent à celui que je présentais une solution, et j'en trouve une. Alors en fait, il y a plusieurs solutions. On a un problème qui paraît pourtant déjà bien contraint, et bon, chance, on a ici plusieurs solutions. Bon, je vous en ai présenté une, où vous pouvez rapidement remarquer qu'effectivement, on a bien le respect des contraintes, chaque fonction au niveau de la famille, au niveau des rôles familiaux et au niveau des équipes. Alors, mais je vais parler d'un exemple social. Et vous savez, moi, que dès que vous avez un groupe d'individus, il va y avoir des gens qui vont dire « Ouais, moi je veux bien venir, mais moi j'allume le feu, hein, sinon j'y vais pas. Oui, mais moi je veux apprendre à monter la tente, sinon j'y vais pas. » Donc on peut imaginer là-dessus que vient se greffer des désirs, qui en fait sont des contraintes impersonnelles, genre le père de la famille A qui veut monter la tente, le garçon, lui, veut allumer le feu, la fille de la famille C veut aller chercher du bois, sinon j'y vais pas, hein. Enfin, vous voyez bien ce que ça peut donner. Et la mère de la famille D qui veut aller chercher de l'eau. Donc, par rapport à l'ensemble de contraintes, on va dire de groupes que j'avais tout à l'heure, où je savais qu'il y avait des solutions, maintenant j'ai en plus des contraintes individuelles. Et donc, est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y en a une. Là, la particularité, c'est que la solution est unique. Il n'y en a qu'une, et c'est celle-là. Alors, au passage, donc Sudoku, en raccourci, l'idée c'est de dire qu'il y a une seule solution. En fait, la façon dont j'ai défini le Sudoku tout à l'heure, on a vu que si je ne mets pas trop de contraintes, j'ai un grand nombre de solutions. C'est une particularité de cet objet. Bon, les mathématiciens diraient qu'il est NP complet, mais je ne veux pas vous faire des mathématiques. Donc, un certain nombre de solutions, et avec des contraintes particulières, comme je les ai représentées, une seule solution, et c'est à ce moment-là qu'on va le proposer comme jeu, c'est un Sudoku. Donc on a bien les 4 fonctions exercées, et les 4 désirs particuliers.
Mais là, on voit tout de suite, enfin, je pense que plusieurs d'entre vous se sont dit, oui, non, mais son truc c'est bien, mais quand même, c'est pas totalement mélangé. Et est-ce qu'il serait pas possible d'avoir en plus un seul représentant de famille par groupe? Pour vraiment, voilà, en plus, vous savez, pour que ça soit convivial, puis amener les gens à bien se croiser, on peut rajouter, enfin, demander à rajouter cette contrainte-là. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Bon, en fait, non, tel que j'ai représenté, tel que j'ai modélisé ma situation. Parce que quand je prends le format, on va dire, classique, ici, et si je prends l'équipe des jaunes, qui est au niveau du bloc, je vois que si je la définis comme ça, quoi que je fasse, je n'aurai toujours que 2 familles qui peuvent être inclus dans un groupe et 2 rôles familiaux. Vous pouvez triturer le bazar. Si vous restez cantonné à une représentation des blocs de cette façon-là, pas de possibilité de développement. Donc, là, je n'ai pas la réponse. Mais je peux remonter un peu en amont et me dire, est-ce que je peux représenter autrement? Alors, oui, en regardant bien. Finalement, l'équipe, je suis parti dans l'a priori de dire, les 4 contigus comme le bloc. Mais les 4 individus de l'équipe, je peux les représenter autrement. Je peux, par exemple, le représenter comme une diagonale. Ou même, je peux le représenter de manière dispersée. En fait, ceci pour vous dire que dans mes propos, l'ensemble des propos et d'une manière plus générale, l'information importante, c'est l'appartenance à l'équipe. C'est être membre du groupe. C'est pas du tout la représentation de cette appartenance. Hein? Et donc je peux travailler sur cet aspect. Alors, bien sûr, j'utilise aussi souvent le mot judicieux et le mot pertinent. C'est-à-dire, il ne faut pas croire qu'on fait n'importe quoi, n'importe comment. Mais en réfléchissant un peu, si je fais une disposition un peu plus pertinente de la représentation de mes équipes, par exemple en mettant les jaunes sur la première diagonale, les verts sur la seconde, les oranges de cette façon-ci et les bleus de cette façon-là, vous voyez que j'obtiens une représentation de mon problème, où j'ai en plus inclus la dernière contrainte, c'est que d'avoir bien un membre de chaque famille dans chaque équipe et un rôle familial dans chaque équipe. J'ai bien répondu au cahier des charges. Et donc, alors, il peut y avoir des difficultés quand on fait ça sur la représentation du groupe. Parce que si ce que vous cherchez a pour vous déjà une représentation géographique, eh bien c'est très difficile d'imaginer, je vais représenter un territoire ou un emplacement en plusieurs morceaux. Regardez, si j'avais posé le problème en disant non pas des équipes, mais des emplacements de camping. Ouais, hop, le camping, vous arrivez, on vous dit, là, vous avez votre emplacement, il y a 20 mètres carrés avec une petite haie autour. Si j'avais mis des emplacements, et que je vous dis, pour représenter, je découpe l'emplacement en 4 parties, et je les mets comme ça sur ma représentation, c'est plus difficile, parce qu'on est accroché à l'image que l'on a. C'est comme ça que j'avais libellé d'abord l'exercice, et je me suis rendu compte que ça coinçait. Par contre, en mettant équipe, c'est la même chose, sauf que ça gêne moins à voir cette répartition. Voilà, alors, je reviens sur la notion de pertinence. Mais on a changé la représentation de base. Si on met les 4 fonctions, est-ce qu'on a des solutions? Oui, ouf. Et on en a encore plusieurs, donc plusieurs, dont celle-ci. Et on pouvait vérifier qu'on a bien respecté l'ensemble des contraintes. Un membre de famille, membre du rôle familial, et chaque fonction exercée dans chaque équipe. Bon. Alors, vous verrez tout au long de mon exposé, j'insiste énormément sur cette notion de groupe et de définition des groupes. Dans la démarche, et quand on aborde la complexité, c'est ça qui est primordial, bien plus que la notion de structure, de la notion de distance, etc.
Ce qui est important, c'est d'identifier les groupes. Mais tout à l'heure, j'avais évoqué des désirs particuliers. Hein? Donc, il y avait le père A qui voulait monter la tente, etc. Donc, allumer le feu, mettre le bois, l'eau. Donc, là, ça veut dire que je rappelle qu'en plus des contraintes de groupe, qu'on a vu, c'est bon, j'ai réussi à trouver une représentation qui convient, je prends en plus les sollicitations, les désirs, donc les contraintes individuelles. Et alors là, si je recherche si ces contraintes individuelles peuvent être encore respectées, eh ben non, là, pas de bol, pas de chance, si on veut. Et enfin, pas de chance, puis c'est pas la peine de passer 10 ans à chercher. C'est l'avantage de l'exemple ici qui est simple, c'est que il n'y aura pas de solution. Alors, pour l'expliquer, si on regarde bien, enfin, il y a plusieurs façons, mais celle qui me paraît la plus explicite. J'ai la fille de la famille C qui veut aller chercher du bois. Alors, admettons qu'elle va chercher du bois. Mais ça veut dire, dans ce cas-là, qu'aucune autre fille ne peut aller chercher du bois, puisque une seule des filles doit chercher du bois. D'un autre côté, la fille de la famille C, ici, est dans l'équipe des oranges. Dans l'équipe des oranges, ici j'ai la mère, et la mère ne peut pas aller chercher du bois, puisque dans l'équipe des oranges, il y a déjà la fille C qui va chercher le bois. Donc, dans ma famille, comme d'un autre côté le père, il dit « Ah non, moi je monte la tente, je veux rien savoir de vos histoires », et le garçon il dit « Moi je fais le feu », ça veut dire que dans la famille A, personne n'ira chercher du bois. Bon, moyennant quoi le feu il fonctionnera pas longtemps, etc. Mais en clair, il va y avoir la crise. De larmes, des cris, etc. En fait, c'est le blocage du système. Et là, comme je dis, c'est pas la peine de chercher 10 ans, c'est coincé. Et donc, le seul moyen de s'en sortir, ça va être de rentrer dans la négociation, et puis d'essayer d'amener au moins l'une des personnes, déjà, qui a exprimé un désir, de revenir en arrière, de prendre sur elle et de dire bon allez tant pis, je m'en fous. Alors vous remarquez que pour autant, on parle beaucoup des gens qui ont des désirs, donc qui ont tendance à bloquer le système, mais les 12 autres qui sont sympas, prêts à tout faire, etc., on n'en parle pas. C'est bon, ils absorbent les contraintes. Hein. Ça aussi c'est assez classique. Alors, si j'imagine maintenant que on a réussi à convaincre la fille sait qu'elle peut faire autre chose qu'aller chercher du bois, ça sera tout aussi intéressant. Donc je n'ai plus que 3 contraintes individuelles. Et là, off, ça va, j'ai une solution. Donc bon, j'en aurai au moins 3 de satisfaits sur 4. Alors ça aussi, c'est un aspect de la complexité, c'est que il faut chercher des solutions intermédiaires, des solutions incomplètes, des solutions qui ne satisfassent pas tout le monde, mais des solutions qui permettent de prendre une décision et d'agir. Voilà, donc c'est un peu ce que ça représente. Alors comme ça fait déjà un petit paquet, hop, j'ai prévu un petit résumé. Donc premier point important de cette partie, c'est que finalement, que ce soit un jeu avec les symboles chiffrés pour adultes, que ce soit un jeu pour enfants avec d'autres symboles, des petits dessins, on pourrait faire plein d'autres dessins, ou que ce soit une traduction d'un problème social, alors ça pourrait, j'aurais pu ajouter, on a aussi problème physique, procédé, etc. Mais on se rend compte que là, finalement, on a un même problème et une même solution. C'est simplement la transcription, on va dire globalement dans la vie réelle, de cette solution qui va changer. C'est sûr que avoir 3 ici, c'est pas la même chose que d'y voir un panda, et c'est pas la même chose que de voir quelqu'un qui va chercher du bois. C'est vraiment des choses qui ne semblent pas avoir de point commun, sauf que par rapport au problème dans lequel elles étaient, elles sont dans la même situation. Le second point à retenir de cette première partie, c'est cette importance sur la représentation que l'on fait du problème posé. Cette représentation, on l'a vu, a un impact significatif sur les solutions que l'on va trouver et sur la possibilité d'intégrer des contraintes et de plus en plus de contraintes.
Troisième point à reprendre, eh bien, c'est que, en plus de ce que j'ai appelé les contraintes de groupe, vous savez que j'ai bien traité dans l'ordre les groupes d'abord et les individus après, eh bien, dans certaines limites, une fois qu'on a réussi à traiter l'approche par groupe, on peut intégrer des demandes individuelles. Voilà. Donc, vous voyez le pseudokid, et vous voyez pourquoi je l'ai pris en exemple, hein, c'est quand même, il y a 16 cases, des lions, tout ça, c'est sympa. Deuxième point à placer dans la découverte, situation et définition, donc compliqué et complexe. En particulier, est-ce qu'ils sont synonymes? Est-ce qu'ils ont le même sens? Alors, voilà. Ici, je vous mets quelques exemples de variantes du pseudokid qu'on vient voir. Je vais à peu près réutiliser toutes là dans le reste de l'exposé. Mais avant de les développer, la question qu'on peut se poser, est-ce que d'une variante à l'autre, donc du pseudokid qui est ici au penta-icosa hexadoku ici, est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que c'est plus complexe? Ou est-ce que c'est plus compliqué et plus complexe? Alors, les deux termes, de toute façon, et on l'utilise tous dans le langage tous les jours, sont liés à la difficulté pour l'observateur, c'est-à-dire nous-mêmes, de comprendre l'objet dont on parle, de l'appréhender, et donc par rapport à ça, de rechercher des solutions, de prendre des choix, de faire des choix, de prendre des décisions. Hein. Ce qu'on appelle aussi l'inintelligibilité de l'objet. Alors, compliqué, voilà. En fait, en gros, ça vient de cumpliare, et qui, toujours en gros, hein, j'essaie de faire un raccourci, signifie que l'on plie. Donc, et c'est lié, en fait, au nombre d'éléments distincts mis en jeu dans un ensemble. Dans l'ensemble, dans le système, dans voilà, les parties de l'objet que vous êtes en train d'analyser. Donc, c'est les éléments, c'est les sous-parties, c'est les fonctions, suivant la question que vous vous posez. L'opposé à compliqué, c'est simple. Simple, c'est qu'il y a peu d'éléments. Complexe vient de complexus, qui est plutôt dans l'idée de dire que l'on tisse. Voilà. Et c'est lié en fait au nombre et à l'agencement. C'est-à-dire que c'est pas que le nombre qui compte dans la complexité, c'est l'agencement. Hein, donc des mailles, des relations qu'il y a entre les éléments que l'on a identifiés. Voilà. Alors, sachant que donc entre deux éléments, il peut y avoir plusieurs relations distinctes, etc. Et donc l'opposé, on est un peu manque de richesse de la langue française. L'opposé, c'est non complexe. Alors, si vous voulez, pour bien comprendre la suite, d'un compliqué que l'on plie. Alors, vous imaginez une feuille. Voilà, vous l'avez pliée. Vous avez fait un truc qui est compliqué. Mais si vous voulez aborder le problème, vous pouvez la déplier sans détruire l'intégrité de votre feuille. Et dans la démarche cartésienne, c'est typiquement ce que l'on fait. J'en parlerai un petit peu après, mais on prend l'objet, puis on le découpe, voilà, on le déplie, on le découpe pas, on le déplie. Puis quand on a bien étalé la feuille, ça va, on arrive mieux à appréhender, puis éventuellement après on reconstruit. Tandis que complexe, que l'on a tissé, je suis désolé, si vous avez un tissu, si vous commencez à vouloir séparer les éléments, alors vous ne pouvez pas le déplier, puisque les fils sont entrecroisés, et si vous commencez à sortir un fil puis un autre fil, vous n'avez plus l'intégrité de votre objet, donc vous n'avez plus le tissu. Donc, attention, donc, deuxième alerte, en fait, dans les raisonnements, on va parler de non complexes, on verra, et dans ce cas-là, on aboutit à une seule solution si c'est un problème que vous traitez, ou une seule évolution si c'est une situation, ou un seul scénario. Par contre, une particularité de la complexité, c'est que si c'est un problème, vous aurez plusieurs solutions, et si c'est une situation, vous aurez plusieurs évolutions, plusieurs scénarios. Alors, bien sûr, plusieurs, ça commence à 1. Vous avez des objets complexes qui n'ont qu'une solution. Je vous en ai présenté un depuis le début, c'est
le pseudokid avec un énoncé particulier. Puis je vais vous en présenter quelques autres. Mais c'est l'intérêt de cet objet, c'est de l'avoir un énoncé où, justement, coïncidence, il n'a qu'une solution, alors que dans son état normal, on est plutôt sur un grand nombre de solutions. Donc, quand j'ai posé la question d'une variante à l'autre, est-ce que c'est plus compliqué ou plus complexe? Ben, la réponse, c'est relativement simple à déterminer. Si c'est le nombre de cases qui augmente, dans le cas, un des grilles que j'ai présenté, c'est simplement plus compliqué. Un sudoku 9 lignes, 9 colonnes est plus compliqué qu'un sudokid 4-4. Mais les règles, les relations, etc., au niveau complexité, c'est la même chose. Par contre, lorsque pour le même nombre, je vais ajouter un contexte supplémentaire, par exemple, je pars du sudoku classique et je vous parle d'un sudoku killer, vous voyez, le nom déjà donne de l'information, mais si je passe à un sudoku killer, eh bien le sudoku killer est plus complexe. Pourquoi? Je vous l'expliquerai plus tard dans l'exposé. Parce qu'il rajoute une couche de contraintes, enfin plus d'une couche d'ailleurs, de contraintes et de relations. Voilà. Alors, puisque je parle des relations, est-ce que le pseudokid a beaucoup de relations? Ben oui, du complexe. Si je prends ma grille de tableau, donc, vous voyez mes cases, maintenant je les appelle des agents. Bon, c'est une façon de parler. Je regarde ma case 1, eh bien, elle est en relation avec l'environnement, parce que, par principe, en systémique, on considère que les systèmes sont toujours ouverts, donc ils ont au moins une relation avec l'extérieur. Puis on voit qu'en fait, il est en relation avec 7 autres agents. Donc, si je fais le bilan, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a 16 agents, il y a 56 relations internes, mais surtout, et j'y reviendrai, il y a 41 mailles indépendantes. Alors, si je le représente autrement, ça donne ça. C'est le même objet, hein, mais vous comprenez pourquoi dans les énoncés, on préfère présenter la grille que le plat de spaghettis qui est là. Bon, ça c'est sûr. Pour autant, j'insiste bien, c'est le même objet. Donc on retrouve mon environnement. Vous voyez que là, il environne, normalement il fait le tour, mais il est réduit une case, c'est pas grave, c'est des déformations un peu topologiques. Alors, justement, ce passage de là à là, ça montre que la position topologique, métrique, donc liée à la distance, n'importe pas. Et tout le travail dans la complexité, c'est de s'intéresser donc à l'identification des relations entre les agents. Et c'est surtout ça qui importe, c'est-à-dire qu'on passe de l'espace métrique à un espace topologique de voisinage. Bon là, je fais un petit écart, on ira un peu plus vers les mathématiques et tout ça, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que hier, dans la conférence de Michel Serres, à un moment donné, il a bien expliqué que sur l'aspect sociologique, et je cite quasiment mot à mot ses paroles, c'est que nous sommes en train, alors là j'ai mis nous sommes passés, mais lui il a dit nous sommes en train de passer d'un espace topologique métrique, et il avait pris l'exemple de l'adresse individuelle des gens, 73 rue, machin, dans la ville truc, espace basé sur la distance, à un espace topologique de voisinage, donc espace sans distance métrique. C'est l'espace informatique avec votre adresse informatique. On va trouver intéressant que, finalement, vous voyez, donc il y a bien un lien entre les conférences présentées à l'école des mines. Toujours, donc, vous avez le plat de spaghettis, donc là-dedans, il y a 41 mailles indépendantes. Alors, j'expliquerai juste un petit peu après l'intérêt des mailles, mais pour dire que, tout à l'heure, quand je parlais aussi de complexité, donc le Sudokid, qui est quand même un jeu pour enfants tout petit, il a 41 mailles indépendantes. Le Sudoku classique présenté, 730. Alors, l'Hexadoku, j'en présenterai quelques-uns, 4737. Bon, maintenant, si on va au Pentadoku, bon, c'est 1 385 001 mailles indépendantes. Une fois que je vous ai dit ça, youpi, j'ai mis un grand nombre. Alors là, ça doit être grand, mais... et en quoi ça représente la complexité? Alors, j'ai remis la dernière ligne et je vais expliquer. Si vous imaginez, soit dans l'itinéraire que vous devez suivre pour aller d'un point A à un point B, soit dans le raisonnement que vous menez pour répondre à un problème, en commençant, et puis je tiens mon raisonnement. Voilà. Si vous imaginez que pour cette progression, vous n'avez que
un réseau dit arborescent, c'est-à-dire un réseau sans maille fermée, sans contour fermé, comme celui qui est représenté. Eh bien, vous n'avez qu'un seul itinéraire possible pour aller de A à B. Je dis bien que vous le voyez comme un cheminement, que vous le voyez comme un raisonnement. Alors, c'est le réseau arborescent, et j'en reparlerai, c'est le réseau privilégié du raisonnement cartésien. Imaginez maintenant, vous avez une maille. Alors, une maille, voilà, je vais la définir, c'est quand dans un réseau, vous pouvez comme ça faire un contour fermé, quel que soit le sens de progression des flux, hein, que ce soit un réseau d'information, un réseau routier, etc. Bon, le fait d'avoir une maille, c'est d'avoir le contour fermé. Vous vous rendez compte que dans ce cas-là, il y a deux itinéraires possibles. Donc, si vous voulez intercepter, par exemple, le gars qui est en train de se déplacer, et ça va devenir difficile pour vous parce que si vous vous mettez sur un itinéraire et qu'il passe sur l'autre, vous ne le verrez pas passer. Et également, si vous cherchez une réponse, ben vous n'avez pas une réponse, vous avez deux réponses. Il y a deux itinéraires possibles. Alors, si avec une maille, j'ai deux itinéraires, avec deux mailles, quatre itinéraires, quatre possibilités, avec 41 mailles, j'ai pas mis le nombre. Voilà, vous pouvez vous poser la question. Et donc, le 1 385 000 mailles, voilà. Donc, en résumé de cette partie-là, donc tout ce qui peut être réduit à un réseau arborescent aboutit à une seule solution, à un seul comportement. C'est quelque chose de non complexe et c'est l'approche cartésienne. Un grand aspect de l'approche cartésienne, c'est de ramener tout ça à un réseau arborescent. Puis tout ce qui restera représenté par un réseau maillé, ben, plusieurs solutions. Et on parlera de quelque chose de complexe. Donc, en résumé de cette partie-là, d'accord, compliqué vient de compliare, pouf pouf que je plie, c'est lié au nombre d'éléments, donc finalement au nombre de plis que j'aurais superposés, si vous voulez, c'est comme ça de le voir. Ce que je peux faire, c'est la simplification, qui correspond en fait au fait de déplier ou de réduire, et j'obtiens quelque chose de simple. Complexité, complexus de tisser, nombre et agencement des relations. Hein. Ce que je peux faire, c'est la simplexification. Alors c'est un terme relativement récent, il a pas encore une vingtaine d'années, et j'obtiens quelque chose de simplexe. Et pour être rapide, quelque chose de simplexe, c'est quelque chose de complexe, mais qui est réduit à pas beaucoup d'éléments. Voilà. Alors, justement, un objet compliqué peut n'avoir qu'une seule solution, un seul comportement. Donc, c'est pas parce que vous avez beaucoup d'éléments que vous aurez beaucoup de solutions. Il n'est pas obligatoirement complexe. Par contre, un objet complexe peut n'avoir que peu d'éléments. Bon, je vous ai fait le Sudoku, il y en a 16, mais à partir de 3 éléments, vous pouvez très bien vous retrouver devant une situation et un objet complexe. En fait, ce que vous devez avoir en tête, c'est ça. C'est que compliqué et simple, complexe, non complexe, ne sont pas du même niveau, ne sont pas dans le même plan. Et donc, vous pouvez croiser et donc avoir finalement 4 choses. Alors, un objet, un système, comme vous voulez, simple, non complexe, compliqué, non complexe, et les deux autres. Bon, petite citation. Donc, la simplification est dans le fonctionnement normal du cerveau humain, car la réalité est complexe. Voilà. Et ça, c'est de Habertos, justement, dans un ouvrage sur la simplexité. J'ai mis ça, c'est pour rappeler, c'est pour dire aussi, comme j'avais mis un peu dans le résumé, c'est que c'est aussi pour vous rassurer. En fait, tous les jours, et tout le monde ici, en permanence, prend des décisions dans des systèmes complexes. Hein, c'est pour ça qu'il faut démystifier. Non, on sait faire. Il ne faut pas avoir peur quand on... Dernier point, donc cartésien ou systémicien, Alors, je vais faire un petit exemple, une petite énigme qu'on pose couramment. Donc, il faut jouer le jeu, hein, vous le faites franchement. J'ai 2 chopes, une d'eau, une de vin, ayant exactement le même volume. Voilà, je les place côte à côte. Je prends avec une cuillère, alors on parlera, j'ai fixé un volume 7 centilitres à la cuillère. Donc je prends 7 centilitres dans la chope de vin, je la mets dans la chope d'eau. Je mélange, j'agite pour que ce soit bien mélangé. Et voilà, je reprends le volume d'une cuillère de 7 centilitres et je le ramène donc dans la chope B. Donc à la fin de ma manip, j'ai à nouveau 50 centilitres des deux côtés. Et la question qui vient, bien évidemment, à l'issue de ces 3 étapes, y a-t-il plus de vin dans l'eau de la chope A que d'eau dans le vin de la chope B? Voilà. Alors,
ceux qui votent pour plus de vin dans l'eau, dans la chope? Qui prend pas de risque? Bon. Alors, on va voir comment on peut résoudre ce problème. Alors, avec la démarche analytique cartésienne classique, donc celle que l'on enseigne, en particulier en France, chez nous, franco-français, c'est vraiment ce qui est enseigné. Juste pour rappeler, on est sur le principe d'évidence. Le problème est toujours admis comme vrai. Hein, voilà, on discute pas. Vous ne discutez pas la question que je vous ai posée. Hein, bon, voilà. Principe de réduction, donc on va essayer de décomposer comme on peut. L'exhaustivité, on va vérifier qu'on n'a rien oublié dans l'histoire. Vous savez, l'histoire du gars qui remonte son moteur et qui lui reste 3 boulons. Il se dit, tiens, j'ai oublié quelque chose. Et enfin, causalité, quand on va reconstruire, eh bien, on part du principe une cause, un effet. Et on devrait retrouver l'enchaînement. Bon, savoir que derrière tout ça, il y a quand même l'idée générale que l'homme est là pour commander et diriger la nature. Donc, pour mon problème, dans la démarche cartésienne, je découpe, j'ai le souci du détail pour être exhaustif et j'ai la volonté de reconstruire. Donc je vais regarder, j'avais 2 fois 50 centilitres, je fais ça. Donc, à la fin de la deuxième étape, dans mon récipient A, j'ai 50 plus 7 centilitres. 57. Voilà. Et si je m'intéresse aux proportions, je vais avoir 50, le volume d'eau, sur 50 plus 7, donc le volume total hein, d'eau, et puis 7 sur 50 plus 7 de vin. Voilà. Bon. Et puis, à la fin donc de la troisième étape, j'ai ramené mes 7 centilitres. Donc, dans mon récipient A, ici, j'ai à nouveau un volume total de 50 centilitres, le volume qu'il a. Et si je cherche la proportion, enfin si je cherche la quantité de vin, pardon, je vais multiplier mon volume total par la proportion, le 7 sur 57. Et je trouve qu'il y a 50 fois 7 sur 50 plus 7 de vin. Et dans mon récipient B, je regarde que j'ai un volume de 50 centilitres et que l'eau qui a été amenée, c'est les 7 centilitres de ma cuillère, voilà, dans laquelle la proportion d'eau était de 50 sur 50 plus 7. Et, je trouve 57. Donc, en fait, à la fin, il y a la même chose. C'est-à-dire, il y a autant de vin dans la chope d'eau que d'eau dans la chope de vin. Donc, je vous ai enduit d'erreur en vous faisant 2 propositions qui sont fausses. Mais c'est parce que je pensais au départ qu'au moins l'une des 2 était bonne. Alors, dans la démarche systémique, en fait, on fonctionne autrement. D'abord, justement, on formalise et on revient bien aux objectifs et on les discute. Alors, à la fois de l'action, de l'objet observé, c'est vrai, on prend l'ensemble. Ensuite, on replace l'objet observé dans ses environnements. Voilà, on regarde quels sont les transferts, les transformations, puisqu'on s'intéresse plus aux relations, aux liaisons, à ce qui va s'échanger. Et là-dessus, on fait une proposition de diagnostic avec un S, et de situation, de scénario avec des S. C'est-à-dire qu'on n'a rarement un seul truc. Bon, au passage, derrière ça, c'est l'idée que l'homme est une composante de la nature. Alors, si vous reliez les deux, c'était histoire aussi de faire une petite touche contexte développement durable et évolution de la perception de l'homme sur la Terre, enfin, qu'on est en train de vivre. Alors concrètement, comment ça se représente? Bien, formaliser la question, mais en fait la question, on m'a pas demandé combien il y avait. C'est-à-dire, on m'a pas demandé de faire du calcul. On m'a demandé est-ce que c'est la proposition 1 ou la proposition 2. Alors pourquoi se compliquer l'existence à aller faire des calculs? Donc si je regarde mon problème, comme je l'ai dit, d'abord, je regarde ce qui se passe au niveau de ce que je vais définir comme mon système. Bon, je vois qu'il y a des échanges de l'un à l'autre. Par contre, d'après ce qu'il a été dit, je n'ai rien créé et rien ne disparaît. Deuxième aspect qu'on a évoqué, je prends en compte l'environnement. Je dis, autour de ça, il y a un environnement. Et dans son histoire, quand il m'a décrit, il n'a pas tremblé. Donc, il n'a pas mis des gouttes sur la table, etc. Donc, je n'ai eu aucun échange avec l'environnement. Comme à la fin, je me retrouve avec le même volume dans chaque récipient, dans chaque chope, il n'y a pas photo. C'est forcément le même volume.
ce que j'ai pris de volume de vin d'un côté a été forcément remplacé par un volume d'eau. Voilà, c'est que du bon sens. Donc voilà, ça, on arrive à la même conclusion, mais vous voyez que le cheminement n'est pas le même, et qu'on sait quand même bien simplifier l'existence en évitant de se faire des grosses équations et des gros calculs. Alors, dans la suite de ces démarches, il faut que je fasse attention, donc au niveau de la modélisation, qu'est-ce que ça va changer? Si je fais un modèle, en gros, hein, à partir donc du pseudokid, j'ai 16 cases, dans la démarche cartésienne, donc on préférera toujours un système fermé, voilà. On essaiera de représenter la structure que j'ai dans cet objet-là, et puis on essaiera de représenter les fonctions. En l'occurrence ici, comme j'ai 16 cases, je vais imaginer 16 pions. Et puis, un observateur, le joueur, qui est complètement à l'extérieur du système, qui regarde et qui va commander et faire des propositions. Alors, comment il va faire ces propositions? Alors, que ce soit intellectuellement ou si vous voulez faire un programme informatique, eh bien, la démarche de base, c'est celle que je vais présenter. Alors, après, on pourrait faire des variantes, hein, mais l'idée, il a sa grille. Je prends un pion A, je le mets dans la case en position 1. Est-ce que c'est compatible avec la contrainte ou l'objectif fixé 1 par ligne, par colonne, par bloc? Oui, c'est bon, donc je laisse. Donc, je passe à la position 2. Je prends un autre pion, j'essaie de mettre A à côté. Est-ce que c'est compatible? Non, parce que je vais avoir 2 fois A sur la même ligne. Donc, je reviens en arrière, je prends un pion B, est-ce que c'est compatible? Donc, en gros, cela, on va pouvoir le décrire avec ce genre d'arbre de décision, on va dire. Vous pouvez constater qu'il est arborescent, il n'y aura pas de maille, et on va ainsi parcourir successivement les choix que l'on peut faire. Alors, le gros intérêt de la méthode, c'est que s'il y a une solution, vous la louperez pas. D'accord? Comme il n'y a qu'un seul itinéraire qu'il faut passer par là, vous arriverez à la solution. Ce problème, rien qu'avec un sudoku, si vous utilisez cette méthode, bah, il vous faudra probablement plusieurs vies pour déjà arriver à la solution. Mais on retrouve bien, là, si vous voulez, ce que l'on fait dans pas mal de nos actions, c'est qu'on donne un ordre, on contrôle la conformité, et soit on confirme, soit on annule, et on boucle, et on donne un ordre suivant, et c'est souvent, enfin, c'est quand même comme ça qu'on fait pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Je vais faire une petite animation. Donc là, alors vous voyez, bon, ça va être assez rapide. Donc, vous avez vu le mouvement rapide, mais on va le voir un peu mieux dans celui-ci. Et donc, ça peut être rapide, si vous voulez, sur certains exemples. Sur d'autres exemples, comme celui-ci, ça va être un peu moins rapide. Ce que vous voyez en noir que j'essaie de faire progresser, c'est le fait de parcourir l'arborescence que j'ai représentée. Donc je descends, je vais assez loin, ah mince, je bloque, donc je remonte, puis je redescends. Si vous voulez ici, tant qu'il n'aura pas changé cette valeur-là, il ne va pas trouver la solution. Une fois qu'il l'a changé, hop, on l'a trouvé. Alors, on peut bien sûr optimiser, faire un certain nombre de choses, mais voilà, ça c'était pour décrire. Dans un modèle, c'est le modèle que je vais utiliser dans la suite de mon exposé, j'ai mon pseudokid, et voilà, dès le départ, je tiens compte de l'observateur. Je définis mon système qui est ouvert, et je vous assure que c'est volontairement que l'observateur est à cheval entre le système et l'environnement. Et entre tout ça, j'ai des échanges. C'est-à-dire que je vais avoir de l'environnement des contraintes, en particulier l'énoncé. C'est-à-dire que c'est l'environnement, par exemple celui qui a fait l'énoncé, qui l'a mis dans la revue, qui, à travers de l'observateur, donc pose les contraintes. Mais bien voir qu'en retour, mon objet Sudoku sollicite l'environnement. Imaginez simplement qu'une personne qui s'ennuie ou qui est dans la salle d'attente du médecin, voilà, il ne sait pas trop quoi faire, il y a une revue qui est ouverte, justement elle est ouverte sur un pseudokid, il le voit, ah bah tiens, je vais faire un pseudokid. C'est-à-dire que là, c'est bien l'objet, enfin, au Sudoku, c'est bien l'objet qui l'a sollicité. Donc, on essaie de bien prendre en compte, si vous voulez, ces échanges réciproques. On considère que mon système ici est à l'équilibre, une fois que toutes les cases affichent un symbole, donc une fois que chaque agent exerce une seule fonction. Donc ici, on considère un seul système qui évolue dans le temps.
Bon, les lois de comportement, coopération, réciprocité, pardon, ça c'est juste pour dire qu'on travaille dans un monde idéal. Au moins dans ce cas-là. Voilà. Alors, le terme de réciprocité, comment faut-il le comprendre? Eh bien, c'est ce jeu d'échange entre l'objet et l'environnement via, entre autres, l'observateur. Et que ça évolue dans le temps. C'est-à-dire que je reprends ma personne qui était dans la salle d'attente, il voit la grille. La grille, il y a l'énoncé, mais personne ne l'a fait. On va dire que c'est une grille vierge. Ça le sollicite. Donc, il a envie, bon, mettons, il fait la grille. Et une fois qu'il a terminé la grille, il la met pas dans un cadre où il dit pas, ça y est, je finis ma vie, j'arrête là. Je veux dire, la situation a évolué, il va poser la grille et éventuellement il va en chercher une autre. Donc on a bien, vous voyez, ce genre d'interférence et d'évolution constante de mon objet système, le Sudoku, avec l'environnement. Alors là c'est le point un peu délicat, mais comme j'ai fait mon exemple Sudokid, j'espère que vous attacherez. Quand j'ai parlé du Sudokid, que j'ai dit une case, par exemple, c'est le père de la famille A. Après, j'ai évoqué un certain nombre de choses, mais le fait qu'il y ait des décisions à prendre, des choix à faire, et que ce soit fait, ne vous a pas gêné, puisque je vous ai dit que c'était le père qui était là. Autrement dit, un individu, un homme doué d'intelligence, mémoire et de capacité de. Eh bien, cette idée-là, il faut que vous la gardiez. Maintenant, chaque fois que je dirai agent, même si ça n'a rien à voir avec un individu, et si je parle d'agent, juste pour une petite case dessinée sur une feuille de papier. Mais dans mon modèle, dans mon mode de raisonnement, je dois lui attribuer les mêmes paramètres que pour mon individu humain, pour qu'il puisse décider et agir. Donc, on va dire que chaque agent, au départ, dans le monde parfait, il est polyvalent, peut exercer toutes les fonctions, on a vu tout à l'heure. Enfin, il peut les faire, mais il peut avoir le désir de n'en exercer qu'une. Voilà, il est membre de plusieurs sous-systèmes, les groupes, on l'a vu tout à l'heure, et il n'a pas besoin de savoir combien de groupes il y a dans le système. Bon, le Sudokid, c'était simple, mais il pourrait y avoir des milliers d'autres groupes. Tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir de quel groupe je fais partie. Et c'est bien suffisant. Il est parfait pour l'instant, donc coopération, réciprocité, pardon, il respecte les règles de vie, et il est doué de mémoire. Il faut quand même qu'il sache comment il s'appelle, qu'il sache dans quel groupe il est membre, qu'il sache les fonctions qu'il peut exercer, celle qu'il a exercée, la dernière fonction qu'il a exercée et la dernière fonction qu'il a testée. Et éventuellement l'agent qui est à l'origine de la fonction qu'il exerce. Autre point dans le modèle, la notion de règles de vie. En fait, les règles, et pas les lois, c'est la façon dont les agents, les membres, se comportent dans le groupe. Donc chaque groupe peut avoir des règles différentes, bien sûr. Ici, dans le cas du Sudoku, on va rester un objet parfait. Toutes les règles, tous les groupes agissent avec les mêmes règles. Alors, il y a la règle de base, la règle du système ou du bien-être, c'est que le système tend vers son équilibre. C'est-à-dire que le système considère que, si vous voulez, une case, tant qu'elle n'a pas sa fonction, elle n'est pas bien. Et donc le système n'est pas bien. Ensuite, on a la règle de l'environnement, c'est donc toute sollicitation de l'environnement est prioritaire. Ça, c'est indispensable parce que sinon, on ne prend pas en compte l'énoncé. Donc, il faut quand même le faire. Ensuite, on a la règle du groupe qui est l'essentiel, alors qui est un petit peu hard dans la rédaction. Et c'est aussi pour montrer qu'on n'est pas obligé de mettre des grosses intégrales. Je ne pense pas que si j'avais fait des intégrales triples, ça vous aurait plus rassuré sur le libellé. Donc, là, j'ai mis N, mais ça veut dire qu'en gros, dans mon groupe, quand un agent ne peut plus exercer qu'une seule fonction, tous les autres lui disent ok, t'as plus que celle-là, écoute, exerce-la, nous on va se débrouiller, il nous en reste plusieurs, on va en prendre une autre. Voilà, c'est le principe, c'est ça. Alors ça peut être fait pour un, mais 2 par 2, 3 par 3, etc. Bon, il y a la règle de l'intergroupe, qui est un peu plus compliquée, donc je vais la sauter ce soir, mais il y a la 4e par contre qui est importante par rapport au Sudoku. C'est ce qu'on appelle le choix pour opposition retrait, ou avec le mot anglais, le backtracking. Le Sudoku, c'est donc un objet logique, mais dans certaines situations, la solution ne peut pas être trouvée par la logique directe. C'est-à-dire la logique que je vous ai montrée en tout début, en disant, là j'ai le lion, j'ai le cerf, j'ai le machin, donc c'est forcément. Ces objets, et c'est en cela qu'ils sont intéressants, pour ceux que l'on appellera diaboliques,
à un moment donné, on est obligé de faire une proposition. C'est-à-dire sur une des cases qui est encore vide, qu'on n'a pas trouvé le symbole, on doit se dire, allez, j'imagine, dans les fonctions qui lui restent, mettons, il lui reste 3, 5 et 7, allez, je dis que c'est le 3. Et je regarde si, avec le 3, je respecte les contraintes et j'arrive à la solution. Et c'est la particularité aussi de cet objet, c'est un de ses aspects complexes, et c'est un de ces aspects qu'il fait ranger par les mathématiciens dans la catégorie des NP complets que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, là c'est la règle 4. Vous verrez qu'après tous les exemples que je vais présenter n'utilisent pas cette règle 4, donc ils ne sont même pas diaboliques. Ils sont déductibles en logique directe. Alors, si je compare les deux, voilà, le même problème, le modèle ici, donc cartésien et le modèle que je viens de présenter, ben, la résolution est beaucoup plus rapide, puisque la décision n'est pas sur un à l'extérieur qui pose, qui retire, qui pose, qui entre, mais la décision, elle est sur tous les agents. Tous les agents en même temps ont la possibilité de choix et de décision, donc ce qui est beaucoup plus rapide. En informatique, ça va s'approcher, enfin une image serait par exemple les calculs parallèles. Alors, pour comprendre aussi toujours cette différence de raisonnement, là j'ai une superposition. Alors quand vous voyez ça, ça fait un peu peur. Mais en fait, là-dedans, les carrés verts, les 4 blocs-là, si vous les regroupez, ça fait un Sudokid. Les blancs, ça fait un Sudoku. Et les jaunes, ben, ça vous fait un Pentadoku. Si j'ai à traiter ça, si je le traite de la manière cartésienne, principe d'évidence, le problème est admis comme vrai. Principe de réduction, ben, je vais... Puisque je vois comme vrai que j'ai un Sudokid, ben hop, je les regroupe à un endroit, je résous. Donc je fais mon petit élément. Après, je transcris le Sudoku, pareil, je le résous. Et après, je reporte toutes ces informations, troisième étape, dans ma grille générale, et à ce moment-là, je peux le résoudre. Vous voyez, on a bien, je vous retrouvez bien les décompositions que j'ai évoquées. Dans la démarche systémique, puisque mes agents ont la mémoire d'un certain nombre de choses, et en particulier la mémoire des agents, enfin des fonctions qu'ils peuvent exercer, simplement ben, les agents qui sont sur les verts, ils ont l'information qu'ils ne peuvent exercer que ABCD, et ceux qui sont sur les blancs, ils ont l'information qu'ils ne peuvent exercer que de 1 à 9. Et si je résous, je n'ai pas besoin de cette décomposition, étape, retranscription, pof, ça se fait. Et on pourra vérifier qu'effectivement, il y a bien eu le respect et que j'ai bien un Sudoku et une grille complète. Donc, démarche cartésienne qui est notre... enfin, comme je dis aussi, si vous voulez, nous sommes naturellement systémiciens, ce qui rejoint tout à l'heure ce que je disais que finalement, on n'arrête pas de décider dans des systèmes complexes, tout le monde le fait, mais on n'a pas besoin systématiquement de prendre conscience qu'on est dans cette situation. Par contre, nous sommes culturellement cartésiens, puisque tout notre enseignement nous a amené à respecter cette démarche. Donc, l'évidence, la réduction, l'exhaustivité et la causalité. De l'autre côté, formalisation des objectifs, replacer l'objet dans son environnement, les transferts et les propositions de scénario. Alors, si vous voulez, d'un côté, on arrive à être comme ça, bien avancé sur les détails, mais on peut avoir oublié les objectifs. De l'autre côté, on sera peut-être pas trop avancé sur les détails, mais on aura toujours bien l'objectif en tête et, on va dire, grossièrement ou globalement, on saura mieux se placer et voir où on va. Alors, il n'y a pas du tout de conflit. Il y a un certain nombre de chercheurs ou autres qui ont essayé de faire des oppositions et des bagarres entre les cartésiens et les systémiciens. En fait, il n'y a aucune raison. On utilise le tout. Le systémicien, il utilise beaucoup la démarche cartésienne. Simplement, on passe un cran au-dessus. Voilà. Donc, la démarche systémique englobe le cartésianisme. Oui, c'est bien ce que je veux. Je prends un peu de retard. Donc, ceci étant placé, comment on va l'utiliser? Alors, j'ai plusieurs fois parlé sur les groupes et sur l'importance des groupes. Alors, je vais vous présenter. Dans le Sudoku standard que j'ai présenté, donc, on a ligne, bloc, colonne, 27 groupes. C'est facile. Et pof, on avait la solution. Bon, ça marche bien. Donc, si vous voulez, avec cet énoncé, vous avez identifié les 27 groupes et vous arriverez à la solution.
Mais si je prends cet énoncé-là, qui ressemble, hein, c'est bon, je sais faire. J'ai fait les 27 groupes, j'ai identifié, je cherche, et en fait, je vais trouver un très grand nombre de solutions. Donc là, j'en ai représenté 2, mais je peux dire que là, j'ai bien dit très grand nombre. Parce que là, tel qu'il est rédigé, il y a énormément de possibilités. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Donc si je reprends mon exemple, et que je regarde bien, c'est-à-dire que je comprends mieux l'énoncé, que je regarde la petite astérisque qu'il y avait à côté de cet énoncé, et que en plus des lignes, colonnes et blocs, je vois qu'en fait, il y avait les 2 diagonales. Autrement dit, je suis passé de 27 groupes identifiés à 29. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule solution. Donc ça, c'est une variante des sudoku souvent proposée, hein, variante avec les diagonales. Et voilà, le fait de ne pas l'avoir vu dans la petite astérix, de ne pas le savoir, fait que vous trouviez plein de solutions, alors qu'il n'y en avait qu'une. Donc, dans le raisonnement, quand on fait sur un objet classique, vous voyez que oublier parfois un groupe change complètement la perception qu'on en a. Un autre aspect, présentation des groupes. Alors c'est vrai que les blocs comme ça, surtout avec des couleurs, ça fait joli, c'est bien. Mais en fait, on peut déformer les groupes. Faire une déformation topologique, c'est-à-dire ici en gardant toujours 9 cases par groupe, mais on peut faire des groupes de formes très différentes. Puis il y a d'autres possibilités, puis d'autres, ouais, hein, on peut y aller. Bon, il y en a d'autres encore, hein, je ne les ai pas toutes représentées, heureusement parce que je prends du retard. Mais voilà. Alors, pour autant, et pour l'instant, ce que je vous ai montré, c'est juste la déformation des blocs. Mais si je déforme les blocs, pourquoi ne pas déformer les lignes et pourquoi ne pas déformer les colonnes? Mais si je déforme les lignes et les colonnes, qu'est-ce que j'obtiens? Le chaos. Un truc horrible. Mon Dieu. Un sudoku, ça. Mais où sont mes belles lignes, où sont mes belles colonnes, où sont mes beaux blocs avec leurs couleurs? Pourtant, dans ce cas-là, c'est uniquement de l'apparence. Dans la réalité, rapidement, et vous pouvez me croire, en fait, on a bien l'ensemble des groupes avec le même nombre d'agents par groupe. Et chaque agent membre de 3 groupes. Donc, avec la même progression, les agents ont leur nom. En l'occurrence, ici, des numéros, c'est plus simple. Ils savent de quel groupe ils sont membres. Il y a une contrainte extérieure. Voilà, eh bien, la résolution va se faire tout aussi rapidement. Hein, ici, vous voyez les différentes règles de vie que j'ai évoquées qui interviennent dans la résolution. Donc, il n'y a pas du tout de chaos, contrairement à l'apparence. Hein, il y a, au contraire, un ensemble très structuré à solution unique. Et on peut vérifier ce que je dis, hein, pour le groupe 20, qu'on a bien les 9 symboles. Pour le groupe 24, on a les 9 symboles. Enfin, vous pouvez vérifier tous les groupes, c'est bon, ça marche. Et j'ai rien, par ça, je reviens avec l'approche que j'ai faite systémique au départ, je n'ai rien changé. C'est le même modèle qui mouline tout ça. Donc, en résumé, vous avez compris, ne pas louper un groupe dans l'identification, sinon vous êtes mal pour trouver la solution. Et ce qui est intéressant aussi, hein, c'est que là, je vous donne un exemple où il y a une solution unique. Et si vous avez oublié un groupe, vous allez vous trouver devant un grand nombre de solutions. Voilà. Et puis, ici, donc, malgré l'apparence, ces 2 objets sont pareils, enfin, sont tout autant structurés. Ce qui fait que, au passage, donc, de nombreux objets ont été déclarés chaotiques, en particulier entre les années 70 et 90. Il y avait du chaos partout. Mais en fait, simplement, pas parce qu'il l'était intrinsèquement, mais parce qu'on n'avait pas les moyens d'en distinguer la structure. Depuis, on a déjà pas mal évolué, puisque un certain nombre d'objets qui avaient été déclarés chaotiques en 80, aujourd'hui on sait qu'ils ne le sont pas. Enfin, on arrive à trouver des structures. Et inversement, par contre, là il y a eu de gros pièges, c'est que en faisant une représentation, d'une certaine façon, les gens ont pensé qu'il y avait une structure dans l'objet, alors que non, pas du tout. Il y avait une structure dans la représentation, mais pas dans l'objet. Alors forcément, les solutions trouvées n'ont pas été bonnes. Sur les mondes imparfaits, parce que ça aussi c'est intéressant, à partir des sudoku, il y avait les caractéristiques
de l'agent, vous savez, d'être polyvalent, et membre de différents sous-groupes. Je vais passer un peu plus vite cette partie. Vous avez, par exemple, l'idée, s'ils ne sont pas polyvalents, s'ils ne peuvent exercer que certaines fonctions, par exemple, ici, l'agent 1 qui ne ferait que 4 fonctions. Et puis que j'ai un certain nombre d'agents du même type. Alors, je vais, par exemple, avoir cette grille-là. Alors, les cases blanches, c'est les cases qui restent polyvalentes. On a toutes les fonctions. Et puis, les autres, on indique que les fonctions qui sont seulement exerçables. Si j'ai ce genre de choses, la première question, la première vérification à faire, c'est est-ce qu'au moins il y a une solution? Je veux dire, sans autre contrainte extérieure, est-ce qu'avec des agents qui sont imparfaits de cette façon-là, est-ce qu'il y a une solution? Alors, voilà, c'est le même, mais c'est une variante des sudoku qu'on appelle des sudoku flous. Hein, et voilà, et le joueur, avec ça, recherche une combinaison. Et en l'occurrence, si j'appuie, bon, moi c'est plus rapide avec le programme, mais oui, il n'y a qu'une seule solution, et ça se résout. Autre imperfection, j'ai parlé de coopération, réciprocité, pardon, donc comme le principe parfait au niveau de la décision-action. Alors il y en a d'autres. Il y a coopération, exploitation, élimination. Alors tous ceux qui regardent Koh-Lanta ont compris que Koh-Lanta fonctionne comme ça, puisqu'on vous annonce des épreuves entre équipes, mais bizarrement à la fin il n'y en a qu'un qui gagne. Et comment ils gagnent? Ils ont éliminé les membres de leur équipe, puis les membres de l'équipe d'en face. Donc coopération, exploitation, élimination est assez fréquente dans la société humaine. Après il y a peur, incertitude et doute, qui est très utilisé dans le domaine commercial. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Microsoft a si bien réussi. Bon, vous avez aussi individualité, indifférence, immoralité. Enfin, il y a d'autres possibilités. Bon, avec ça, on traite pas mal de questions. C'est combien d'agents qui jouent pas le jeu dans un système peuvent être tolérés, à quelle position clé, ils peuvent bloquer tout le système ou au contraire n'avoir aucun effet. Bon, ça, je vais pas développer. Mais je vais vous montrer juste un petit exemple. Si je prends un Sudokit, avec un agent qui joue l'individualité. Il dit, moi, je m'en fous de votre histoire, moi, je fais 4. Puis je veux rien faire d'autre, voilà, je sais tout faire que 4. Il y a des sollicitations externes sur le système, et il peut y avoir une solution. Si, finalement, il n'y a pas de conflit entre les sollicitations internes, celui qui ne veut pas jouer la règle du jeu, et externes. Donc, en fait, et là on est bien dans le social, ça veut dire que le reste du groupe, enfin des agents là, ils prennent sur eux, ils encaissent les sollicitations extérieures et les sollicitations de celui qui veut pas jouer le jeu dans le groupe. Vous connaissez ça quand même, c'est assez fréquent dans les groupes sociaux. Bon, par contre, on change un tout petit peu la sollicitation externe, le 1 de là il passe là, et là, pof, on a conflit. C'est pour ça aussi qu'on a des systèmes qui ont tenu le coup un certain temps, puis à un moment, bon, il y en a marre de ceux qui veulent pas jouer l'équipe. Alors, il y a l'histoire membre de 3 groupes. Bon, ça va bien au début, mais en fait, après, on peut imaginer membre d'autres choses. Donc, dans cet exemple, on remarquera qu'en fait, sont des blocs de 5 sur 5, mais il n'y a que 3 colonnes de blocs et 3 lignes de blocs. Il y a des trous au milieu. Donc, il y a des groupes avec 6 agents, il y a des groupes avec 15 agents, il y a des groupes avec 16 agents. Voilà, donc vous voyez qu'on n'est plus dans cette magnifique symétrie du 3-3-3 ou du 2-2-2. Hein, bon, pour autant, hop, si je joue, vous verrez, c'est même assez... Voilà, cet exemple est finalement très simple, ça va très vite. On a effectivement toujours qu'une seule solution. Donc équirépartition, donc on peut avoir des choses comme ça, voilà. Donc là vous voyez un sudoku, un autre qui se superpose partiellement, puis après des trucs qui n'ont même pas vraiment de nom. Bon, on a juste un peu compliqué et on a la solution. Voilà, il suffit que les agents soient au courant des groupes auxquels ils appartiennent. Donc on a des agents membres de 3 groupes, ici des agents membres de 6. Et puis, voilà, donc là j'ai passé. Bon, vous avez compris qu'en fait, également avec cette représentation, on peut facilement représenter des mondes imparfaits. Ça, c'est utile pour représenter un procédé. Je prends ici un procédé thermique assez classique. Hein,
Bon, ici, en fait, c'est le chauffage d'un bâtiment. Donc ici, vous avez le bâtiment, la chaudière, des échangeurs, le stock de fuel, l'entrée d'air et tout le bazar. Bon. Donc, on a au moins 4 circuits importants, le combustible, l'air, les fumées et l'eau chaude. Et on a des circuits d'information qui sont la régulation contrôle-commande, entre la charge et la 23 voies, entre la température de sortie de la chaudière et le fonctionnement du brûleur, et entre la composition des fumées et l'entrée d'air. Actuellement, dans une démarche classique, on va d'abord s'occuper des flux mécaniques, enfin d'abord que l'ensemble tienne, après mécanique des fluides, comment ça circule, après on fera de la thermique, éventuellement un peu de thermodynamique, et quand on aura fini à peu près tout ça, on appellera ceux qui font le contrôle commande et l'asservissement, et on leur dira, écoutez, débrouillez-vous avec ça, mais arrangez-vous pour que ça fonctionne. Bon, avec l'approche que je vous présente, en fait, on va représenter les objets par groupe ou par objet comme des agents, qui vont en même temps jouer sur l'ensemble des réseaux, et c'est le genre de choses qu'on pourra résoudre en une seule fois. Donc on va définir des groupes, vous avez compris le principe, et avec ça, et les possibilités offertes, eh bien on peut non seulement faire le régime nominal, mais tous les modes dégradés, les dysfonctionnements, les pannes, etc. Bon, j'en arrive à complexe, ça va, vous fatigue pas trop, ou c'est bon? Alors, il y a un gros truc que l'on a dans le cartésien, c'est est-ce que je peux être dedans et dehors du système en même temps? Alors la réponse cartésienne, elle est claire, non. Quand un élève dit, là j'ai un objet, mais mon truc il est à la fois dedans et dehors, on lui répond, c'est que tu as mal dessiné ta frontière, c'est que tu as mal défini ton objet. En fait, il y a des situations où, si vous voulez, entre mon système et l'environnement proche, avoir un truc à cheval, si, il est à cheval, mais on peut en tenir compte. Alors, plutôt que de le représenter comme ça, je vais déjà le faire ici, en disant, imaginez je suis sur une grille, vous voyez qu'on se rapproche de la grille de Sudoku, et puis j'ai une face qui serait un système, et puis autour j'ai mes environnements. Alors, en allant un poil plus loin, voilà, on a ce genre de truc, voilà. Donc un dé Sudoku, donc 6 faces, et chaque face du cube est un Sudoku. Est-ce qu'on peut résoudre ce genre de choses? Alors, l'idée, donc, on a l'ensemble, on va... Vous voyez, là, c'est la façon dont je définis mon ensemble. J'ai mon système qui m'intéresse, qui est la phase 3, qui est un pseudokide, et puis ici, autour, donc, toutes les autres faces qui vont représenter l'environnement. Bon, là-dedans, j'ai 96 repères en nombre de cases. Alors, ensuite, comment je vais représenter? Donc, je vais m'intéresser au groupe. Alors, en fait, vous voyez, j'ai simplement refait mes pseudokides avec le nombre de groupes qu'il faut. Et donc, en tout, je vais avoir 72 groupes sur ma feuille ici, 12 pour mon système qui est au centre, et puis 60 pour les environnements. Pour représenter mon idée, là, c'est-à-dire d'avoir quelque chose à cheval, je vais dire, tiens, dans le fond, les cases contiguës aux arêtes, les cases de 2 faces contiguës à une arête, doivent afficher le même symbole. Et si elles affichent le même symbole, je peux dire, dans le fond, c'est le même. Donc, je vais dire que c'est le même agent qui est à cheval ici, le même agent qui est à cheval, et donc, bien sûr, pour les coins, le même agent qui va arranger les coins. Donc, en faisant ça, je vais regrouper les informations sur les groupes, voilà, au niveau d'une seule case, puis bien sûr les autres deviennent vides. Là on voit que donc sur l'ensemble où j'avais tout à l'heure 96 repères, en fait il va me rester que 56 agents, avec des agents membres de 9 groupes, d'autres de 6, puis les autres qui vont rester de 3. Voilà, et à partir de là, je mets le nom des agents, ils savent les groupes dont ils sont membres, je propose un énoncé, un ensemble de contraintes, et voilà, j'ai une solution. On remarquera voilà, que cet agent acteur qui est au coin, il répond bien aux sollicitations de mon système et des environnements dont il est membre. On remarquera aussi que, vous voyez, sur toute la croix, je n'ai que 4 données. En effet, ça c'est un truc aussi. Ce qu'il y a de bien dans la complexité, c'est que plus c'est complexe, moins vous avez besoin d'informations.
Alors, quand l'essentiel du travail consiste à chercher de l'information, vous avez intérêt à avoir un truc très complexe. Comme ça, vous avez peu d'informations à rechercher. Et une fois que j'ai la solution, donc je fais le retour sur le modèle pour quand même retrouver mon D. Et voilà, je vais retrouver mon 1, ici, le 3, comme vous voyez, 3, 4. Et là, vous regarderez que je me retrouve bien avec les pseudo-kids. Donc, mon agent qui est à cheval sur la frontière et dans l'environnement, ben, il est bien à cheval. Simplement, lui, il doit à la fois répondre aux sollicitations du système et au groupe du système dont il est membre, et aux sollicitations de l'environnement, et au groupe de l'environnement dont il est membre. Voilà, bon, ça c'est un intérêt du pseudo-code. Alors, vous pouvez, on peut imaginer pire, hein. Les collègues que j'ai cités au départ, vous voyez, ils sont capables, ils ont produit des dés hexadoku, voilà, qui ont quand même des solutions. Mais la démarche est la même. Le truc complexe, deuxième point complexe que je veux vraiment quand même aussi vous présenter, de toute façon je vous ai parlé du killer Sudoku tout à l'heure. Quand on part de la grille, ça, bon, 27 groupes, on arrive à résoudre, et on voit que là, l'environnement identifie en fait le Sudoku avec, enfin, agent par agent. C'est-à-dire que l'environnement voit bien les agents comme le système est défini. Mais imaginez la situation, et ça c'est assez fréquent, où finalement l'environnement ne voit pas chaque agent en tant que tel, il ne voit pas non plus les groupes qui définissent, l'environnement voit le système avec sa vision de groupe à lui, qui n'a rien à voir avec la façon dont le système s'est défini et a ses propres groupes. Donc par exemple ici, on va dire qu'on a un environnement qui identifie des groupes comme ça, et qui va du coup fournir sa sollicitation, groupe par groupe. Et dans le cas du Sudoku, on va arranger en disant, ben, l'information que je donne, c'est la somme. Je m'en fous, vous êtes 2, vous êtes 3, vous vous débrouillez entre vous, mais je veux que ce que vous fassiez, ça fasse 10, ça fasse 13, ça fasse 17. Hein, ça donne la somme. Donc, là, on a 2 agents dont la somme des valeurs doit être égale à 11. Non, là, il y a un petit raté. Bon, normalement, c'est... j'aurais dû écrire 3, c'est un petit point, c'est parce que j'ai changé. Là, 4 agents dont la somme des fonctions doit être égale à 10, 4 agents dont la somme des fonctions doit être égale à 19. Donc, on est bien dans cette situation où l'environnement voit autrement que le système se voit lui-même. Voilà, du point de vue de ce que j'ai présenté, on va simplement définir une petite codification où on va, sur chaque agent, case, mettre le numéro du groupe, cette fois du groupe killer dans lequel, donc du groupe tel que l'environnement le voit, et la somme des fonctions qu'il doit exercer. Donc il aura ça comme information. On va, donc ici il y a 36 groupes killer. On va devoir, puisqu'il y a de nouveaux groupes, il faut que ces groupes aient leurs règles de vie, et ça ne peut pas être celle qu'on a déjà définie pour le Sudoku. Donc on va lui donner une nouvelle règle de vie, qui est simplement que chaque agent s'engage à exercer une fonction telle que la somme des valeurs des fonctions affichées par les membres du groupe correspondent à la contrainte de l'environnement. Voilà. Bon, alors on a déjà des possibilités, on se doute que le nombre de fonctions exerçables diminue, mais voilà, une fois qu'on a défini les groupes killer et qu'on a ajouté la règle de vie, hop, la solution va venir assez vite. Alors, dans ce qui se présente, en fait, les cases rouges sont les cases qui sont fixées en appliquant la règle du killer Sudoku, la dernière règle que je viens d'évoquer, et puis les 2 autres couleurs, eh bien, c'est des agents fixés par l'aspect classique. Bon, et on pourra vérifier aussi que la solution correspond bien à Sudoku. Point suivant, donc, oui, je suis moi j'essaie de... Voilà. Alors celui-là, je suis quand même obligé un peu de le passer parce que la fête de la science, c'était quand même de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Alors on pouvait se dire entre les pseudo-kids, où est-ce qu'il est. Alors on va dire que j'ai mis infiniment entre parenthèses, on va passer du pseudo-kid, petit, voilà, à quelque chose de grand, donc le penta-icosa. Alors penta-icosa, c'est 25. Et penta-icosa, donc ça fait 25 hexadoku superposés. Alors comment on l'a créé? Sudoku 9-9, hexadoku, donc 16-16.
On a des grilles un peu plus grandes. Alors vous imaginez une grille 16-16 et vous la dupliquez en la décalant de 4 cases. Et vous la dupliquez comme ça 5 fois de suite. Donc on a ici ce passage. Et une fois que vous avez ce paquet-là, vous le reprenez et vous le dupliquez à nouveau 5 fois, mais cette fois dans le sens vertical. Et là, c'est magnifique. Vous avez donc ce penta-ikosa-hexadoku. C'est beau. Voilà. Et je fais quoi là pour... voilà. Bon, je vous le passe un peu rapidement parce que l'intérêt est plus dans la résolution. Mais donc, vous comprenez que les cases qui sont, enfin les blocs qui sont au centre font partie de beaucoup d'hexadoku, alors que ceux qui sont à la périphérie, bon, font partie de 1 ou 2 seulement. Alors, pas de problème pour la résolution, il suffit que les agents, que les cases aient l'information sur les groupes dont ils sont membres, donc il y en a ces 3, ceux du milieu, bon, il y a 48 groupes, bon, il faut un peu plus de mémoire, mais l'opération est la même. Au passage, quand même, on aura 1200 groupes de 16 agents, alors qu'on n'a que 1024 cases. Ça rappelle qu'en fait, on peut avoir plus de groupes que le nombre d'éléments. C'est un principe assez classique, mais qu'il faut rappeler. Voilà. Alors, le gros intérêt, c'est l'énoncé, qui a été donc élaboré par Claude Ghislaine. Dans cette grille-là, voilà, il a trouvé un énoncé où vous voyez que les données sont limitées à 2 zones de l'ensemble. D'accord ? Et au passage, donc, dans ces données, il n'y a que... donc, dans 2 zones, donc, et on voit que des hexadoku complets n'ont aucune information au départ. Et sont même, donc celui-ci est assez éloigné des zones où il y a les données. Deuxième aspect, on voit qu'il n'y a que 144 données initiales pour 1024 cases. Or, il n'y a qu'une seule solution. Hein. C'est pour ça que je le prends comme exemple. Donc, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on le retrouve, plus c'est complexe, moins il y a d'informations pour définir un état donné. Donc, avec cette apparence, comment pensez-vous que ça va se résoudre ? Bon, je pense que je vais répondre pour vous. On va penser que ça va d'abord se développer dans les zones où il y a le maximum de renseignements, et puis ça va progresser. Voilà. Alors, imaginez maintenant qu'en fait, je ne vous ai pas décrit la structure, je vous ai donné l'élément, mais avec l'information sur les groupes. Ce n'est pas la peine de vous demander quelle est la structure, comment ça a été élaboré. Si vous avez l'information sur les groupes, sur les 16 fonctions qui peuvent être exercées, vous pouvez résoudre. Donc, l'information sur les groupes, et on arrive à ça. Alors, je vais quand même le mettre. Bon, là, il y a un peu moins d'1 minute, mais vous allez voir. Bon, là, il faut le temps d'enregistrer, il y a quand même 1024. Donc, vous voyez, bon, ça, c'est les données initiales. Et vous voyez là tout un paquet de cases qui sont déjà fixées dans la zone qui était quand même très, très éloignée de la zone où il y avait des données. Donc, je pense que là, pour beaucoup qui étaient a priori, on va remplir progressivement à partir des données initiales, eh ben non, pas forcément. Et en particulier pas sur quelque chose de complexe. C'est pas parce que ça paraît loin en distance que c'est loin en liaison. Et donc on avait, je vais passer à la diapo suivante. Donc il n'y a même pas un backtracking, hein, c'est relativement simple. Donc on vérifie, c'est pour ça que je vais montrer. Voilà. Je reviens à cette image-là qui est fixée, avec seulement 56 agents fixés sur les 880 restants libres, eh bien, on a là des agents qui, voilà, sont très éloignés. Ça peut paraître surprenant, voilà, mais c'est là un des intérêts. Et, pas à l'inverse, mais un autre aspect, c'est que quand à peu près tous les agents, 1000 sont fixés sur 1024, ceux qui n'ont pas réussi, qui sont encore indéterminés, certains se trouvent dans la zone où il y avait toute l'information au départ. Et donc ça, on peut faire le lien avec les recherches dites de proximité ou les recherches de rupture. C'est-à-dire que parfois, on annonce, ouais, il y a une recherche de rupture, le gars a trouvé un truc dans un domaine qui paraissait pas lié du tout. Oui, mais il paraissait pas lié. Mais finalement, il était peut-être, c'est simplement parce qu'on n'a pas identifié les liaisons qu'il y avait.
Bon, allez, le petit dernier, parce que tout de même, on est à l'école des mines. Voilà. Alors, le système école des mines dans son environnement. En fait, dans notre système à l'école, on a trois contraintes, trois gros types de contraintes. Contraintes de recherche, contraintes d'enseignement et contraintes de contribution économique. Et en fait, on peut les représenter comme des sudoku. Alors, par exemple, qu'à des réseaux. Alors, on va d'abord traiter des réseaux indépendants, donc la sollicitation recherche, sollicitation enseignement et sollicitation contribution économique. Voilà. Et chaque enseignant-chercheur doit, en fait, est une case, mais la même case des trois sudoku, et doit résoudre les trois sudoku en même temps. Hein, on doit faire les trois fonctions. Alors, pour aider à comprendre, hein, on peut très bien regrouper l'énoncé en un seul, et puis, comme ça, c'est clair, que c'est bien le même agent, hein, le même enseignant-chercheur qui est là. Alors, si les sollicitations sont indépendantes, ben là, c'est bien, on peut appliquer le cartésianisme. Donc, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, on prend l'énoncé recherche, on trouve la solution. On prend l'énoncé enseignement, on trouve la solution. On prend l'énoncé économique, on trouve la solution. C'est bien, ils sont indépendants. C'est réglé. Et puis, pour faire bien, on regroupe le tout. On dit, si, regardez, donc, pour que ça marche, l'enseignant-chercheur 1, il doit faire 3 en recherche, B en enseignement et 1 en contribution économique. Bon, on peut faire la même chose en systémique, mais en une seule fois. Je vais passer, puisqu'il n'y a pas de dépendance. Par contre, si maintenant les réseaux sont dépendants, alors qu'est-ce que ça peut être une dépendance à notre niveau? Imaginez si l'enseignant-chercheur a dans son premier réseau de contraintes la recherche, il exerce 5, la fonction 5. Eh bien, dans ce cas-là, peut-être que seuls A, B, C, D lui sont autorisés pour l'enseignement, parce que, par exemple, des cours dont le contenu est quand même lié à sa recherche. Par contre, faire 5 lui est interdit dans la contribution économique, parce qu'il serait en même temps, il serait en même temps juge et partie. Il pourrait en même temps faire la recherche proposée, puis faire partie du cabinet d'expertise, enfin, du travail d'expertise pour dire c'est bien. Donc voilà ce que c'est des contraintes dépendantes. Donc, cartésien, j'ai toujours pas trouvé de solution. Démarche systémique, on va juste ajouter une règle de vie, encore, donc, mais cette fois au niveau de l'agent. Bon, je vais passer sur les stress qu'on peut ajouter. Donc, on va ajouter aux 5 règles évoquées, la règle de l'agent. Alors, là, pour le programme informatique, on va simplement ajouter la règle que s'il exerce une fonction d'indice IFO dans un sudoku, mettons la 5e, eh bien, il ne peut pas exercer la fonction 5 dans les deux autres. C'est une petite règle, bon, mais qui a l'avantage d'être facile à programmer. Hein, voilà. Alors, si j'essaie au niveau cartésien, en oubliant ça, avec les énoncés proposés, je vais avoir plusieurs solutions. Donc, je vais avoir un ensemble assez important de solutions distinctes, et donc avec le cartésien, je peux pas dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Par contre, avec la démarche systémique, je regroupe l'information. Au passage, on remarquera que, là encore et toujours, c'est plus complexe, donc j'ai moins d'informations nécessaires pour un état donné. Mais par contre, si je le résous, hop, ça va y aller, eh bien, ça va être assez rapide. Et là, dans ce qui est présenté, eh bien, les cases noires, c'est des cases dont la fonction est fixée par l'interdépendance, la dernière règle de vie que je viens d'évoquer. Voilà. Et les autres cases par les règles classiques. Donc vous voyez que dans des fonctions, même de systèmes assez complexes, comme l'école des mines, voilà, avec les sudoku, on peut représenter des situations concrètes. Et qu'en fait, l'ensemble est entièrement déterminé. Ça y est, j'arrive à la conclusion, excusez-moi. Donc, ce que j'espère, c'est vous avoir convaincu que l'on peut avoir des objets simples et complexes. Voilà, ça c'est quand même. Que la démarche cartésienne, donc qui nous a beaucoup aidé jusque-là, et qui peut encore bien servir, n'est pas la seule démarche, puisque ce que je vous ai évoqué, c'est sur une démarche systémique, en particulier pour les systèmes complexes. Que dans la recherche de la représentation des objets en système, il faut faire attention, dans l'identification des groupes. Et enfin, donc, avec le dernier exemple, que le principe de réduction du cartésianisme, de simplification, vous fait oublier des liaisons importantes, et ça peut être, ce qui est paradoxal,
c'est qu'en simplifiant avec le cartésien, vous aviez un système qui était entièrement déterminé, et en fait, en simplifiant, il devient entièrement indéterminé avec beaucoup de solutions. Alors que si vous le prenez en compte dans sa complexité, vous voyez qu'il n'a qu'une seule solution. Et donc que désormais, vous direz, ah bien, ce problème est complexe, mais je vois comment faire pour le rendre simplex. Voilà. Merci de votre attention. Et voilà. Bon, je vais être honnête avec vous. À la répétition, j'avais mis 1h30 également. Donc, mais je trouvais qu'il y avait tellement de choses à dire que j'ai pas réussi. J'en ai supprimé déjà beaucoup, mais voilà, celles que j'ai laissées, j'ai pu. Donc, si vous n'êtes pas totalement assommé, etc., maintenant, des questions, si vous en avez. Où je vous ai complètement raplati. Pas un petit bout? Un petit essai? Ah, François. Merci. Merci. Bon, c'est vrai que la deuxième fois, on comprend plus de choses. Enfin, voilà. Mais en fait, oui, j'avais jamais entendu parler de simplex, et à un moment, tu l'as mis en face de simple. Oui. Et donc, est-ce que c'est... Mais c'est pas le contraire de complexe. Enfin, c'est pas l'opposé. Non, non. Donc tu disais qu'un système... Alors, on le rend simple, et un système... Oui, enfin, voilà. Un système compliqué, on le rend simple, et un système complexe, on le rend simplex, mais c'est quoi la différence voilà. non complexe, en fait? Alors, dans l'ensemble. Donc, simplex, c'est un terme relativement récent. Je disais ça, en gros, un peu plus d'une dizaine d'années qu'il est apparu, et qu'on travaille, et donc on commence à avoir des publications et même donc des ouvrages. La distinction qu'il y a, c'est que, et vous le voyez avec le dernier exemple, si on rend dans la représentation un système complexe, si on le simplifie au sens simplifié cartésien, qu'on en fait des petits morceaux, eh bien on va le rendre non complexe, la représentation que l'on a. Et je vous ai montré que dans ce cas-là, là où c'était un système déterminé qui n'avait qu'une seule solution, on se retrouvait avec un paquet de solutions et une impossibilité à choisir ces solutions. La simplification a cet intérêt, c'est que on garde la chose complexe, mais on va essayer de diminuer en particulier le nombre d'éléments qu'il y a dedans, et éventuellement le nombre de relations. Mais on va garder son caractère complexe. Dans l'ouvrage qui est de Berthoz, il explique par exemple que tous les travaux qui ont été menés pour essayer de comprendre comment un individu réussissait à conduire, en particulier autour de l'Arc de Triomphe à Paris, je veux dire, actuellement on est infoutu de mettre un robot, enfin de lancer un robot dans cette circulation, c'est impossible à gérer. Or, tous les automobilistes qui passent sur le rond-point des Champs, enfin, là autour de l'Arc de Triomphe, ils y passent. Alors, j'ai pas tous. Moi, qui suis provincial, quand je passe, je fais attention. Mais bon, on passe. Et le seul moyen, la seule explication qu'on peut donner, c'est qu'au niveau du cerveau, il y a des choses mises en place qui ont simplifié le truc, qui ont dit dans le cerveau, ils se disent, bon, en gros, il y a un paquet là, il va se passer comme ça, et je vais là. Donc c'est cette simplexification qu'il met en évidence, et qu'il propose maintenant. Bon. Oui, Bruno. Alors, je ne sais pas, le micro. Qui ça? Bruno, qui est là. Alors je crois qu'on voit bien l'intérêt de la démarche
tout ce qui est mécanique pour des interactions qui dépendent de choses qui sont un petit peu mécaniques. Et c'est vrai que bon, les systémiciens ont toujours tendance à finaliser les systèmes complexes. Or, si on lit un peu Edgar Morin, les systèmes complexes, ils ne sont pas toujours finalisés, loin s'en faut. Et ils sont, lui, il dit auto, éco, organisateur, et bon, il rajoute bien d'autres qualificatifs dessus. Et donc, est-ce qu'on peut arriver à contextualiser finalement le sudoku pour des applications, puisqu'on voit bien quand même que dans le vivant, on sort de ce champ-là, puisqu'on a des complexités, on tombe dans des vraies complexités qui sont auto-organisatrices. Et donc, la question, elle est simple, est-ce que cette espèce de surenchère de règles et de cases, c'est pas une espèce de fuite aussi d'une complexité non finalisée? Donc oui, je vais faire plusieurs réponses. Alors, premièrement, la notion de système qui tend vers l'équilibre. Je l'ai mis comme règle 0 au départ, parce que dans le cas du sudoku, il faut bien que j'explique pourquoi il va chercher à avoir chaque case avec un symbole. C'est-à-dire, bon, mais en dehors de cet exemple-là, on peut avoir des systèmes qui ne tendent pas vers l'équilibre. Or ça, c'est une règle qu'on oublie toujours de mettre, souvent, ça paraît tellement évident, et entre autres dans les autres raisonnements, que le modèle qu'on fait, on part du principe qu'il va vers l'équilibre. Mais non, il pourrait ne pas aller vers l'équilibre, mais voilà, un peu flotter. Alors, sachant que ensuite, par rapport à ce que tu évoques, je n'ai pas, et on n'a pas, avec les collègues que j'ai cités, encore trouvé de grille de sudoku qui permettent de répondre à ta question, qui soit un exemple. J'ai bien une idée. Si tu as bien une idée, c'est que quand tu vois que la grille est résolue, donc il y a un retour de la grille sur l'environnement, donc à ce moment-là, il faut que je mette quelques règles de vie au niveau de l'environnement qui va rechanger ses sollicitations. Et à ce moment-là, la grille va rechercher un nouvel équilibre et on va repartir. Et donc là, on aura déjà moins la notion d'équilibre, pouf, je l'ai atteint, je reste, j'ai gagné, mais cette idée que ça évolue sans cesse et que les finalités, les objectifs peuvent être remis en cause. Et après, oui, sur ce que, si on est sur d'autres objets que le sudoku, oui, il y a un certain nombre de situations où il y a ce qu'on appelle, où on peut représenter l'auto-finalisation des systèmes et l'évolution. Mais là, bon, ce soir, c'était déjà beaucoup, sachant qu'après, là-dedans, il faut inclure les notions d'autorité répartie, etc. Donc, on va changer de créneau, quoi. Parce qu'on verrait bien des sudoku où on génère des groupes qui vont finalement transformer les règles, puisque dans l'idée de complexité, il y a l'idée d'hologrammie aussi, mais qui est un système hologramme un petit peu évolutif. Et donc un sudoku où quand on arrivait au résultat, ça se transforme pour évoluer vers d'autres règles qui vont de nouveau transformer et voir à ce moment-là des luttes. Voilà, alors ce que tu évoques, bon, c'est aussi une idée, mais il faut le temps, c'est en fait un croisement entre les sudoku que j'ai présentés et le jeu de la vie. C'est, pour ceux qui ont eu ça ou fait ça au moins une fois au niveau de la programmation, le principe, on a une grille, on a 3 ou 4 cellules et on met des règles en disant si une cellule elle a 2 voisines occupées, elle vit, si elle en a 3 occupées, elle meurt, etc. Et on regarde comment ça se déplace. Donc si on fait un croisement des deux, il y a aussi un peu l'idée d'un jigsaw qui, à chaque fois qu'il serait résolu, ferait évoluer la forme de ces groupes en gardant les mêmes agents, ce qui fait que les agents changeraient de groupe, tu vois, à chaque passage. Bon, il y a des possibilités, mais là, j'ai pas encore les exemples sont pas encore faits. Mais je suis entièrement d'accord, c'est qu'il y a toute une tranche maintenant à faire de systèmes qui évoluent dans leur organisation et qui s'auto-organisent et qui se donnent et qui font évoluer leurs objectifs. Ça serait bien pour représenter l'administration, par exemple. Voilà. Est-ce que, du coup, on peut imaginer que du coup tous les problèmes complexes sont modélisables par une forme de sudoku, qu'elle soit... Oh là, non. J'en suis pas là. En fait, j'en sais rien.
Je dirais, c'est pas trop la préoccupation, un peu par un réflexe, parce que si ça l'était, on retombe dans la notion d'exhaustivité et on retombe dans l'aspect culturel du cartésianisme. Or, être exhaustif aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas l'être. Donc, est-ce que ça vaut le coup de chercher un truc qui serait exhaustif? Moi, je dis aujourd'hui, non, c'est pas la peine de perdre son temps. Voilà un outil qui sert pour un certain nombre de situations, mais c'est pas le code primal, c'est pas l'équivalent de Dieu, quoi. C'est juste un truc, c'est un outil. Alors, on peut essayer de le rendre utile sur le plus grand nombre, mais chercher à ce qu'il couvre l'ensemble, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Il y a sûrement d'autres outils qui sont pertinents pour d'autres situations. Là, moi, j'espère, pour vous au moins, qu'il a été assez pratique pour expliquer un certain nombre de choses sur la complexité. S'il a au moins cet avantage-là, je pourrais le réutiliser. Ah, François, bon, après une petite dernière, parce que je voudrais quand même... on fait des heures supplémentaires par rapport au standard. Mais moi, ça va. À moins qu'il y ait une autre question, je sais pas. C'était pour savoir, est-ce qu'il y avait des applications en biologie par rapport à la modélisation d'écosystèmes qui sont... la vie est éminemment complexe. Alors, là, je peux pas répondre, je sais pas. Ce que j'ai présenté, donc comme je l'ai dit, ce sont des travaux menés là par un petit groupe de personnes. Mais dans ces personnes actuellement, mon collègue douaisien, il est aussi plutôt de formation énergétique, enfin en activité énergétique et de formation plutôt électronicien. On n'a pas dans notre groupe pour l'instant de gens ayant une culture biologique ou d'autres domaines. Donc on n'a pas pu regarder encore si voilà, ça pouvait s'étendre. Mais à la limite, je pourrais en profiter pour faire un appel que pourrait peut-être étendre un groupe de réflexion sur la complexité. Voilà, avec d'autres entrées. Bien, on va peut-être... Voilà, parce que je pense que... Ben, écoutez, je vous remercie tous d'être restés jusqu'au bout déjà. C'est beaucoup. Bon, et j'espère vous avoir apporté un petit quelque chose sur la complexité. Bonne soirée et bon retour chez vous. Of mind, I guess. Happiness is the joy of life, these tears. Happiness is a state of mind, I guess.